En ce lundi 9 mars 2026, on plonge directement dans les rouages d'une mécanique qui donne des sueurs froides à beaucoup de monde. Ah, ça, les fameuses sueurs froides de la grammaire française. Bonjour Evelyne. Bonjour Sam. L'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les notes, les documents que nous avons rassemblés sur un véritable rite de passage pour quiconque apprend le français. Le fameux document intitulé Mastering the Past Tense, Auxiliaries and Agreements in French. C'est bien ça, hein? Exactement. La maîtrise du passé composé, et plus particulièrement, cette espèce de danse assez complexe entre les auxiliaires et les accords. Oui, c'est un gros morceau. Bref, l'idée n'est absolument pas de faire un cours magistral ennuyeux, on veut essayer de comprendre le code source de ce temps verbal. Parce que les données de notre source sont claires, c'est un point de bascule. C'est ça. Au tout début de l'apprentissage, on bricole un peu avec les temps du passé, mais Mais quand on arrive à un niveau intermédiaire, disons un niveau B1, il se passe un truc. voilà, on ressent ce besoin viscéral de raconter des anecdotes, de décrire des week-ends, de partager des expériences avec fluidité, et c'est là que le passé composé devient une sorte de mur invisible. C'est exactement le terme, c'est un mur. Et c'est un mur qui est fait de petites hésitations constantes. Et honnêtement, en tant que linguiste, je peux dire que cette anxiété est tout à fait logique quand on observe l'anatomie même de ce temps. Parce qu'il porte bien son nom, il est composé. Absolument, il est composé, ce qui signifie qu'il nécessite d'assembler des pièces de puzzle en temps réel, pendant qu'on parle. Et ça va très vite à l'oral. Là, il faut choisir un auxiliaire, puis y accoler un participe passé, et enfin, et c'est là que ça se corse, se demander s'il faut rajouter un E ou un S à la fin. La fameuse question silencieuse. Voilà. Pour le cerveau humain en pleine conversation, c'est une charge cognitive énorme. On demande à l'esprit de faire un calcul quasi mathématique, tout en essayant de maintenir une interaction sociale naturelle. C'est vrai que vu comme ça demande beaucoup d'efforts. Du coup, notre mission aujourd'hui avec cette source, c'est de remplacer cette peur mécanique par de la vraie compréhension. Si notre auditoire saisit le pourquoi derrière la structure de ce temps, on arrête de subir les règles. On commence à les anticiper? C'est ça, on les anticipe et la fluidité s'installe toute seule. Bon, alors commençons par le premier grand embranchement, le choix crucial qui fige souvent les personnes qui apprennent. Être ou avoir. Le grand dilemme. Quand on regarde les notes sur ce sujet, on se rend compte que la langue française a quand même un réglage par défaut assez indulgent. La vaste majorité des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Oui, ce sont ce qu'on appelle les verbes transitifs en jargon grammatical. Voilà. Mais le terme transitif peut sembler un peu abstrait. En fait, la source l'explique super bien avec l'idée d'une transition, d'un transfert d'énergie. L'action démarre du sujet et traverse le verbe pour atterrir sur un objet direct, le fameux COD. Tout à fait. Si je dis « j'ai mangé une pomme », l'énergie de mon action de manger se transfère directement sur la pomme. L'auxiliaire « avoir » agit presque comme un pont entre moi et le monde extérieur. J'aime beaucoup cette métaphore visuelle du pont. C'est très parlant. L'auxiliaire avoir exprime la possession d'une action terminée qui a eu un impact sur quelque chose d'autre. Exactement. Et c'est pour cela que ce réglage par défaut est si puissamment ancré dans notre cerveau. Mais, parce qu'il y a toujours un mais en français, c'est précisément parce qu'il y a ce réglage par défaut que l'exception pose problème. Ah, la fameuse liste des exceptions. La fameuse liste. On a cette liste bien spécifique de verbes qui rejettent avoir pour exiger l'auxiliaire être. Et quand on observe cette liste de près dans le document, on remarque qu'ils partagent tous un ADN commun. Oui, on y trouve des verbes comme aller, venir, arriver, partir, naître, mourir. Voilà. Ce ne sont pas des actions qui se transfèrent sur un objet. Ce sont des intransitifs purs. L'action reste confinée au sujet, en fait. C'est exactement ça. Et pourtant, c'est là que le cerveau fait des siennes. Dans la panique d'une conversation, il n'est vraiment pas rare d'entendre des personnes lâcher un magnifique « j'ai allé » au lieu de « je suis allé ». Oh oui, très fréquent. Et le pire, je trouve, c'est qu'en s'écoutant parler, la personne se rend compte instantanément de l'erreur. Mais c'est trop tard, le mot est sorti. C'est fascinant de voir comment le stress court-circuite la grammaire et nous ramène de force à ce réglage par défaut. Totalement. C'est vraiment un réflexe de survie linguistique. Le cerveau sous pression cherche la voie de la moindre résistance, et la voie de la moindre résistance en français, c'est avoir. Et du coup, comment on contre ce réflexe? Parce que la source précise bien que la mémorisation pure d'une liste de verbes est rarement suffisante sur le long terme. Non, ça ne tient pas la route face au stress. L'astuce clé partagée dans l'analyse, c'est d'adopter une approche presque spatiale de la langue. Il faut se représenter l'action géométriquement.
C'est-à-dire, Eh bien, quand on doit utiliser un de ces verbes, il faut se poser une question simple. Est-ce que le sujet se déplace lui-même par sa propre force motrice dans l'espace, ou bien subit-il une transformation d'état fondamentale, comme la naissance ou la mort? donc on visualise le mouvement. Ouais. Si l'action est interne, si elle modifie les coordonnées spatiales ou l'état d'être du sujet sans toucher à l'environnement, alors l'auxiliaire être s'impose de lui-même. C'est un circuit fermé. Le sujet est à la fois l'acteur et le lieu de l'action. J'aime beaucoup cette idée de circuit fermé, par opposition au pont de tout à l'heure. Ça donne une dimension beaucoup plus logique à quelque chose qui ressemble souvent à une punition arbitraire quand on l'apprend à l'école. C'est clair. Mais bon, une fois qu'on a réussi à choisir le bon pont ou le bon circuit, on entre dans ce qui est sans doute le plus grand terrain miné de la grammaire française. Les accords. Les accords. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les données de notre source soulignent que c'est la ligne de démarcation entre un niveau A2 qui se débrouille et un niveau B1 qui maîtrise les subtilités. C'est le boss de fin de niveau, quoi. Carrément. Alors, commençons par débroussailler le terrain de l'auxiliaire avoir. La promesse de base est géniale. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Jamais. On peut avoir 1000 femmes qui ont mangé, ça reste manger avec un simple « et » accent aigu. C'est la règle d'or, solide comme un roche. Solide, oui, jusqu'à ce qu'on introduise le fameux perturbateur, Aïe! le complément d'objet direct placé avant le verbe. C'est la règle qui rend fou tant de personnes qui apprennent la langue, et pour être tout à fait honnête, beaucoup de francophones natifs également. Oui, on va en parler d'ailleurs. Si je dis « j'ai acheté des fleurs », tout va bien, l'objet fleur arrive confortablement après le verbe, il n'y a pas d'accord. Mais si je change la structure pour dire « les fleurs que j'ai achetées », soudainement, la règle B1 s'active. Il faut ajouter un « e » et un « s » au participe passé. Mais pourquoi? C'est une question très naïve de ma part, mais foncièrement, l'action d'acheter reste exactement la même. L'objet reste le même. Pourquoi le simple fait de déplacer le mot « fleur » dans la phrase nous oblige à changer l'orthographe du verbe? Je te l'accorde. Ça ressemble vraiment à un piège conçu sur mesure par des académiciens pour compliquer la vie des gens. En apparence, oui, ça a l'air d'une complexité un peu sadique. Mais l'analyse de notre document se penche sur la psychologie cognitive de la lecture et de la parole, et il y a une logique séquentielle très claire en fait. Une logique séquentielle? Ouais. Il faut imaginer la phrase comme une ligne du temps qui se déroule dans l'esprit de la personne qui écoute ou qui lit. D'accord. Dans la phrase « j'ai acheté des fleurs », quand on prononce le mot « acheter », le cerveau n'a pas encore la moindre idée de ce qui a été acheté. Il ne connaît ni le genre ni le nombre de l'objet. Ah, c'est vrai. Il est donc strictement impossible de faire un accord à ce moment précis de la phrase. Le participe passé reste neutre. Ah, je vois complètement où tu veux en venir. Donc, dans le deuxième cas, les fleurs que j'ai achetées, le cerveau a déjà rencontré le mot fleur, en tout premier. Exactement. Il a déjà stocké cette donnée dans sa mémoire de travail. Il sait déjà que c'est féminin et pluriel. Voilà, le cerveau est déjà chargé de cette information. Donc, quand le verbe « acheter » arrive quelques millisecondes plus tard dans la phrase, il s'imprègne naturellement des caractéristiques de cet objet qui flotte déjà dans la mémoire. Le verbe reconnaît l'objet qu'il vient juste de croiser. C'est une très belle façon de le dire. C'est une forme d'anticipation grammaticale. L'accord signale visuellement que l'action s'applique bien à cet élément spécifique qui a été mentionné juste avant. C'est brillant de le voir comme ça. Ça a du sens. Mais ça m'amène à une réflexion importante sur la différence entre l'écrit et l'oral. La grande fracture du français. Exactement. Parce que cette anticipation grammaticale, cet accord subtil, il est purement visuel. À l'écrit, c'est indispensable. Mais à l'oral, soyons honnêtes, la différence de prononciation entre « acheter » au masculin singulier et « acheter » au féminin pluriel est absolument inexistante. Elle est nulle, oui. Le son est identique. Donc est-ce que ce silence de l'accord ne rend pas la compréhension auditive beaucoup plus difficile si on n'entend pas la différence, comment l'auditoire s'y retrouve? C'est un des paradoxes les plus fascinants du français. La langue écrite est extrêmement bavarde en information grammaticale. Elle en met partout. Tandis que la langue parlée est souvent muette sur ces mêmes points. C'est clair. Mais à l'oral, c'est le contexte global, l'intonation et la structure complète de la phrase qui font le gros du travail. Notre cerveau est une machine à combler les vides sonores. Ah oui, c'est vrai. Si on te dit « la voiture que j'ai louée », tu n'as pas besoin d'entendre le « e » final sur « louer » pour comprendre de quoi on parle, car le mot « voiture » a déjà posé le cadre. Heureusement d'ailleurs. Cela dit, la source souligne un point hyper libérateur pour notre auditoire. Cette invisibilité sonore de l'accord est en réalité une bénédiction pour quiconque apprend à parler. Pourquoi?
Cela signifie qu'on peut s'exprimer avec assurance à l'oral sans devoir calculer mentalement chaque terminaison en temps réel. La communication passe avant la perfection orthographique. C'est un conseil central de notre document. Quel immense soulagement! On peut se détendre à l'oral. On a le droit à l'erreur ininvisible. Exactement. Par contre, si on bascule du côté de l'auxiliaire être, la gymnastique mentale est un peu différente. L'analyse rappelle que la règle fondamentale, c'est que le participe passé est un miroir direct du sujet. C'est le reflet du sujet, oui. Mais j'imagine qu'il y a un piège redoutable qui se cache quelque part. Évidemment, il y a un piège. Ah, je m'en doutais. Le piège réside dans la structure même de la phrase, particulièrement quand on commence à adopter un style un peu plus littéraire ou journalistique, ce qui arrive souvent au niveau B1 ou B2. D'accord. La difficulté surgit quand le sujet décide de jouer à cache-cache avec le verbe. C'est ce que la grammaire appelle le sujet inversé ou éloigné. Tu as un exemple? Prends une tournure classique comme dans cette grande maison sont arrivés mes amis. Ah oui. Instinctivement, quand la main écrit sont arrivés, le mot ami n'est pas encore apparu sur le papier. L'esprit a donc naturellement tendance à laisser le participe passé au singulier par défaut parce que le référent visuel n'est pas encore là. Ah, mais c'est vicieux. Très vicieux. C'est exactement l'inverse du problème avec le COD placé avant. Ici, on demande au cerveau de s'accorder avec quelque chose qui n'existe pas encore dans la phrase écrite. C'est de l'anticipation à l'aveugle, ouais. Ça demande une vraie vigilance, une sorte d'enquête policière en continu. Il faut systématiquement arrêter son stylo et se demander « mais qui est-ce qui fait l'action d'arriver ?» C'est la seule méthode infaillible recommandée par la source. Trouver le coupable, trouver celui qui fait l'action avant de figer l'orthographe. Et cette logique d'enquête devient qu'encore plus cruciale quand on aborde une catégorie de verbes particulièrement intrigante dans notre dossier. Les agents doubles. Ah, mes préférés. Ces fameux verbes caméléons qui ont la capacité déconcertante de changer de camp, de changer d'auxiliaire selon la situation. Oui, on parle là bien sûr de ces verbes de la vie de tous les jours, ceux qu'on utilise sans cesse. Monter, descendre, sortir, passer, rentrer. C'est ça. Un jour, ils fonctionnent avec être, le lendemain, ils exigent avoir. Pour quelqu'un qui essaie de trouver une logique stable, ça ressemble à une trahison pure et simple des règles. Comment un mot comme « sortir » justifie-t-il de jouer sur les deux tableaux? Ça donne l'impression d'un chaos, mais si on repense à notre métaphore spatiale de tout à l'heure, la trahison disparaît. Elle laisse place à une logique d'une grande précision. Ah, on revient à la géométrie de l'action. Absolument. Quand tu dis « je suis sorti », tu décris le mouvement de ton propre corps franchissant une porte. Le sujet se déplace lui-même. C'est l'intransitif pur, notre fameux circuit fermé. L'auxiliaire est donc très logiquement « être ». Logique. Mais que se passe-t-il si j'ajoute un objet dans l'équation? Eh bien, si tu agis sur un élément extérieur, la dynamique change. Ah, la fameuse poubelle. Exactement, l'exemple classique. Si je dis « j'ai sorti la poubelle », je ne suis plus seulement en train de bouger mon corps. J'applique une force pour déplacer un objet physique de l'intérieur vers l'extérieur. Je transfère l'énergie de mon action sur la poubelle. Et boum, on repasse en mode transitif. Donc on utilise le pont, l'auxiliaire avoir. C'est une démonstration parfaite. L'action est la même dans son concept général, amener quelque chose dehors, mais la dynamique de l'énergie est totalement inversée. C'est subtil. Oui, et le document souligne que comprendre cette distinction, c'est vraiment entrer dans l'intelligence profonde de la langue. Cela montre que l'on ne se contente plus de réciter des tableaux de conjugaison appris par cœur, mais qu'on perçoit la géométrie des rapports de force dans la phrase. Et ça a des conséquences très drôles dans la vraie vie. Mettons-nous en situation 2 secondes. Vas-y. Imagine quelqu'un qui apprend le français, qui raconte sa soirée lors d'un dîner et qui lâche avec un grand enthousiasme « Oh là là! Hier soir, j'ai sorti… » Oh là là, Dans la tête de la personne francophone qui écoute, il y a un bug instantané. Non? un énorme bug. Inconsciemment, le cerveau de l'auditeur attend la suite avec une impatience folle. On se demande « Mais t'as sorti quoi ?» Ton portefeuille pour payer l'addition? Ton chien sous la pluie? Une nouvelle blague? Exactement. Le suspense est insoutenable, alors que la personne voulait simplement dire qu'elle était allée en boîte de nuit ou au restaurant en disant « Je suis sortie ». C'est un très bel exemple de la force de ces règles inconscientes. Le choix de l'auxiliaire crée une attente psychologique très forte chez celui qui écoute. Si on utilise « avoir » avec un verbe de mouvement, on promet littéralement à notre interlocuteur qu'un objet va suivre. C'est une promesse grammaticale. Si l'objet ne vient pas, la phrase donne l'impression d'être suspendue dans le vide. C'est fascinant de voir à quel point un petit mot comme « est » ou « suis » conditionne toute la compréhension d'une scène. C'est le pouvoir des auxiliaires.
Mais bon, notre exploration en profondeur ne serait pas complète sans affronter ce qui ressemble au défi ultime de ce document. L'énigme absolue. Le paradoxe des verbes pronominaux. Voilà, l'erreur que même les natifs font, comme le précise bien la source. La base de la règle semble pourtant inoffensive, presque rassurante au début. En apparence, oui. Tous les verbes qui se construisent avec le pronom réfléchi, se, comme se laver, se lever, se réveiller, s'apercevoir, prennent systématiquement l'auxiliaire être. Sans exception. Il n'y a pas d'exception, c'est le bloc de granit de la grammaire française. Oui, la construction de base est d'une stabilité absolue. Puisque l'action rebondit sur le sujet lui-même par l'intermédiaire du pronom « se », on reste dans cette fameuse logique de circuit fermé dont on parlait. Donc l'auxiliaire être est naturel. Tout à fait. Et la logique de l'accord devrait suivre. Puisque c'est l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Si le sujet est une femme, on écrit « elle s'est lavée » avec un « e » à la fin. Jusque-là, le système est harmonieux. Tout va bien. Sauf que Sauf que le système s'effondre avec une brutalité inouïe si on a le malheur de rajouter 2 petits mots à la fin de la phrase. Si on dit « elle s'est lavé les mains », tout change. la catastrophe orthographique. Le participe passé lavé perd son « e ». Il redevient masculin singulier, totalement neutre, comme si de rien n'était. C'est complètement contre-intuitif. Si la règle avec être dicte d'accorder avec le sujet, pourquoi l'apparition du mot main vient-il détruire cet accord? C'est la question à 1 million. En fait, parce que, sous le capot, l'architecture de la phrase a muté. Ce n'est plus du tout la même mécanique. Comment ça? Dans la phrase simple « elle s'est lavée », le pronom « se » représente la personne elle-même. Et il agit techniquement comme le complément d'objet direct. Elle a lavé qui? Elle-même. Exactement. Le COD est le fameux « se », placé avant le verbe, donc l'accord se fait. On applique la règle de l'anticipation. D'accord. Mais dans la phrase « elle s'est lavé les mains », pose-toi la question « qu'est-ce qui est directement lavé ?» Ce sont les mains. C'est l'objet physique qui subit l'action de l'eau et du savon. Donc les mains deviennent le vrai COD de la phrase. Exactement. Et que devient le pronom « se » alors? Il est relégué au statut d'objet indirect. Elle a lavé les mains à qui? À elle-même. Ah ouais? Et comme le véritable objet direct, les mains, est sagement placé après le verbe, la règle stricte s'applique, pas d'accord quand l'objet suit l'action. Le participe passé reste muet. C'est une logique implacable, presque mathématique, mais elle exige d'analyser le rôle exact de chaque mot avant de faire l'accord. Je me faisais la réflexion en préparant cette plongée dans les sources, c'est tellement pointu comme analyse. Trop pointu même. Il faut quasiment un diplôme d'ingénieur en linguistique pour ne pas se tromper à l'écrit du premier coup. Et d'ailleurs, pour rassurer immédiatement notre auditoire, le texte le dit noir sur blanc. Cette règle spécifique est le cauchemar absolu de la francophonie. Oh, tu peux le dire. Même les personnes qui écrivent tous les jours, les francophones natifs les plus éduqués, tombent régulièrement dans le panneau et ajoutent un « e » par pur automatisme visuel lié à l'auxiliaire « être ». C'est un fait indéniable. Et ça doit vraiment nous amener à décomplexer l'apprentissage de cette langue. Face à une telle complexité, la priorité absolue pour quiconque souhaite gagner en fluidité doit rester la communication orale. La communication prime sur la perfection. C'est le mot d'ordre. La nuance est cruciale. À l'oral, faire une erreur de choix d'auxiliaire va brouiller le sens de l'histoire. On l'a vu avec notre exemple de la boîte de nuit. Oui, le fameux « j'ai sorti ». Voilà. Mais rater un accord de participe passé sur un verbe pronominal ou sur un COD placé avant, cela n'a littéralement aucune importance pour la compréhension du message, puisque ça ne s'entend pas. C'est un message tellement libérateur qu'on devrait le placarder sur les murs de toutes les salles de classe. Ne laissez pas la peur d'un E ou d'un S silencieux vous empêcher de raconter votre vie. La connexion humaine avant la géométrie de la phrase. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le français cultive aussi l'art de l'irrégularité pour le simple plaisir, on dirait. On a essayé de trouver une logique absolue depuis tout à l'heure, mais il y a des exceptions irréductibles. Bien sûr. La régularité dans l'irrégularité, c'est l'essence du français. C'est ce qui fait le charme organique d'une langue vivante. Tu penses à quoi? D'états comme courir, vivre ou dormir, qui sont pourtant très internes, ils exigent fièrement l'auxiliaire avoir. Ah oui, j'ai couru, j'ai vécu. Inversement, certains verbes ont des participes passés qui défient toute logique morphologique, comme devenir qui donne devenu ou prendre qui donne pris. Mais ils vont suivre leurs règles d'auxiliaire avec une loyauté sans faille. On a affaire à un chaos qui s'est organisé au fil des siècles. Alors, face à ce chaos organisé, la source propose des méthodes concrètes. Comment fait-on pour ne plus avoir à réfléchir 10 secondes avant chaque phrase?
La première chose, c'est de fuir l'apprentissage classique par cœur. Les fameux tableaux de conjugaison. Répéter j'ai mangé, tu as mangé dans le vide, c'est de l'abstraction pure. Le cerveau ne l'intègre pas dans des situations de stress réel. L'abstraction est l'ennemi de la fluidité, c'est bien dit. Du coup, que recommande le document? De créer des boucles de rétroaction personnelles. La technique la plus redoutable pour maîtriser ça, ce n'est pas de lire plus de grammaire, c'est de s'auto-analyser. L'exercice idéal et suggéré, c'est de prendre l'application dictaphone de son téléphone, Et de faire quoi? de se raconter à voix haute sa journée de la veille, pendant quelques minutes. Sans texte, sans filet, sans préparation. Juste improviser sur des choses réelles qu'on a faites, genre je suis allé au travail, j'ai bu un café, j'ai croisé un collègue, Exactement. Et la magie opère dans un second temps, à l'écoute. en se réécoutant. Oui, en réécoutant sa propre voix, on sort de l'urgence de la conversation. On devient son propre correcteur. Quand tu vas entendre l'enregistrement dire « je me suis réveillé et après j'ai descendu dans la cuisine », ton cerveau va entendre la dissonance. Ah, la fameuse dissonance cognitive. Il va corriger de lui-même. C'est en forgeant des liens neuronaux basés sur sa propre expérience vécue que la bascule entre les auxiliaires devient enfin un automatisme inconscient. C'est une méthode brillante parce qu'on utilise le contexte de sa propre vie pour ancrer des règles abstraites. Et la source suggère même d'écrire un petit paragraphe sur son week-end avec 5 verbes de chaque auxiliaire pour forcer la réflexion. Une très bonne pratique pour l'écrit, oui. Alors, si on doit prendre un peu de hauteur pour conclure cette session, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que tout cela signifie au final? Je crois que le plus important, c'est de changer notre regard sur le passé composé. Ce n'est pas un obstacle mis là pour trier les personnes qui apprennent. C'est l'outil fondamental du récit. La machine à voyager dans le temps de la langue française. Exactement. C'est ce qui permet de tisser des liens, de faire rire avec une anecdote de voyage ou de partager un succès. Comprendre le pourquoi des règles permet de se libérer de la peur mécanique et de s'exprimer avec fluidité. On pense la grammaire plutôt que de la subir. C'est le grand « et alors » de ce document. C'est une sacrée évolution par rapport aux punitions à l'école. Mais avant de se quitter, je n'arrête pas de penser à cette histoire de l'accord des verbes pronominaux, L'énigme insoluble. ou du COD qui ne s'entend pas à l'oral et qui fait trébucher tout le monde, à l'écrit, hein, même les natifs. Si on se projette un peu avec une petite pensée provocatrice inspirée de notre lecture, Je t'écoute. la langue française évolue sans cesse. Elle se modèle sur l'usage. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que, d'ici quelques décennies, sous la pression de la communication instantanée, toutes ces règles d'accord silencieuses, extrêmement complexes, finissent par disparaître des usages écrits de demain? C'est une réflexion inédite et tout à fait légitime. Les langues tendent naturellement vers la simplification de ce qui n'est pas vital pour le sens. L'Académie française finira-t-elle par plier? Verra-t-on un jour l'absence d'accord avec avoir validé sous prétexte que l'oral a définitivement pris le pas sur l'écrit? Ou bien au contraire, ces accords resteront-ils à jamais figés comme un code secret, un marqueur social permettant d'identifier la parfaite maîtrise du français formel? Le débat est grand ouvert, et l'évolution de la langue nous donnera la réponse. Une belle réflexion à méditer. Voilà de quoi faire chauffer les ménages de notre auditoire. Gardez cet esprit d'analyse, essayez l'exercice du dictaphone cette semaine pour vous enregistrer, et surtout, n'ayez plus jamais peur de raconter vos histoires au passé. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée. On se retrouve très vite pour notre prochaine exploration en profondeur, qui s'attaquera à un autre gros morceau, l'imparfait. Bonne pratique et à très bientôt.